Bienvenue tout le monde. Alors, notre prochain conférencier, Bertrand Defaux, nous parlera des besoins d'accueil et d'inclusion des parents nouvellement arrivés. Alors, coach certifié et consultant en éducation, Bertrand est bien connu en Ontario et je crois très bien connu de la plupart de vous, que ce soit à travers son cabinet de consultation en éducation, éducation ou en tant que parent, parce que Bertrand a été membre des conseils d'école de ses enfants, à titre de président aussi pendant 2 ans. Il a été aussi membre du conseil d'administration de PPE. Et d'ailleurs, Bertrand était le premier parent influent de notre bulletin A+. Alors, merci Bertrand. Il a été mon premier cobaye, comme on dirait. Hein? Mais parmi les nombreux autres parents distingués que j'ai eu le privilège de rencontrer. Alors, et par ailleurs aussi, Bertrand est l'auteur de la mise en contexte des conseils scolaires franco-ontariens qui fait partie de notre programme de formation, les outils essentiels du parent bénévole. Il a écrit ce beau document pour le compte de PPE. Alors, un homme de tous les talents, ce Bertrand. Alors, à toi, Bertrand, la parole. Bertrand m'a dit, fais ça, parce que je veux du temps. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Merci à Julie, Julie Béchard et à sa dynamique équipe. Voilà, c'est un vrai plaisir, un vrai honneur, un vrai privilège pour moi d'être là, d'être parmi vous aujourd'hui. Je connais beaucoup de visages, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est la première fois qu'on se voit en vrai, là, si vous voulez. Pour une fois, on laisse Zoom de côté un petit peu et puis on peut se regarder les yeux dans les yeux et se parler. C'est un vrai privilège donc pour moi. Donc, ce matin, nous allons parler des besoins d'accueil et d'inclusion des parents nouvellement arrivés en Ontario. C'est un titre qui regorge, qui contient plusieurs pièges, parce que souvent, quand on parle de parents nouvellement arrivés, on pense aux parents qui nous viennent de l'extérieur du pays. N'oublions pas qu'il y a des migrations interprovinciales. Il y a des parents qui viennent du Québec, par exemple, et évidemment de d'autres provinces aussi, ici, chez nous, en Ontario. Et ces parents peuvent avoir les mêmes besoins que des parents qui viennent de l'extérieur du pays. C'est très important. Et d'ailleurs, je me souviens, je ne sais pas si elle veut que je la nomme parce qu'elle est dans la salle, un parent, membre du CA de PPE, qui nous avait partagé lors d'une rencontre, là, qui venait du Québec, les difficultés par lesquelles elle était passée. Je vois elle sourit, voilà, Catherine, voilà, elle me fait signe. Donc, elle veut que je la nomme Catherine, voilà, merci Catherine. Donc, il nous avait expliqué, voilà, ce par quoi elle et sa famille étaient passés, venant du Québec pour s'installer donc à Ottawa, dans la région d'Ottawa. Alors, n'oublions pas cela, c'est très important. Un autre piège aussi de ce titre, de cet atelier, c'est que souvent quand on parle des besoins d'accueil et d'inclusion, on pense beaucoup à la couleur de la peau. Beaucoup. C'est un peu comme un réflexe là. Mais le besoin d'accueil et d'inclusion, ça dépasse le cadre racial, si on veut. Ça dépasse même le cadre religieux, parce qu'il y a la composante religieuse qui est généralement évidente pour quand même la plupart d'entre nous. Ça peut être des besoins liés, par exemple, vous voyez, on parle souvent de neurodivergents, les parents ou les enfants neurodivergents. Donc, qui inclut le syndrome de l'autisme, qui inclut la dyslexie et d'autres composantes. Ça, c'est une catégorie de parents d'élèves, d'enfants, auxquels il faut évidemment penser. Il y a une autre catégorie de parents aussi moins évidents. C'est un peu comme un iceberg, là, toute la question de l'inclusion. On connaît très bien l'iceberg, il y a la petite pointe en haut qui est visible, mais il y a les 90-95% qu'on ne voit pas. Et d'ailleurs, dans cette salle, si on avait du temps, on n'a qu'une heure, malheureusement. J'ai demandé plus, mais c'est un congrès, on ne peut pas, on peut pas passer toute la vie ici, parce que c'est une thématique qui prend plus de temps que ça. Alors, mais dans l'iceberg, là, les 90% au moins ne se voient pas. Et donc, si on avait du temps et qu'on s'amusait à voir jusqu'à quel point on est différent ici, jusqu'à quel point on a besoin d'inclusion,
on verrait bien que ça dépasse le cadre de ce qu'on peut voir là. Ça dépasse le cadre du genre, homme, femme, etc. Ça dépasse le cadre de la peau. Là, bon, la religion ne se voit pas, quoique il peut y avoir des signes religieux, etc. etc. Il y a toute la question de la mobilité aussi, du handicap, et ainsi de suite, ainsi de suite. Par exemple, on peut avoir dans nos communautés, on a dans nos communautés des parents, par exemple, monoparentaux, qui ont des besoins différents des parents qui sont en famille, qui sont en couple, par exemple. Donc, on doit tenir compte de ça. On a parlé déjà des parents exogames, etc., etc. Donc, tout cela compose, et j'aime beaucoup l'expression qu'utilise souvent PPE, la mosaïque, c'est pas la mosaïque de parentalité que nous avons dans nos écoles, dans nos communautés. Donc, c'est très, très important à souligner. Voilà. Il y a 6 objectifs à cet atelier. Le premier, c'est d'améliorer notre connaissance des systèmes d'éducation de langue française en Ontario. Que l'on soit ici en salle ou en virtuel, confortablement assis chez soi. Donc, voilà le premier objectif, améliorer notre connaissance du système d'éducation de langue française en Ontario. Deuxième objectif, c'est d'améliorer la communication avec l'école de notre enfant. On va voir comment y parvenir. Troisièmement, mieux connaître les services auxquels notre enfant a droit. Parce que souvent, malheureusement, beaucoup de parents nouvellement arrivés, pas seulement, mais cet atelier s'adresse principalement à ces parents-là, ignorent jusqu'à quel point l'Ontario, le système d'éducation de langue française en Ontario, est un système extraordinaire. Et je sais de quoi je parle, je vais développer ça tout à l'heure. Quatrième objectif, renforcer notre implication dans la vie scolaire de notre enfant. Nous sommes tous ici parents, on a laissé nos occupations familiales, on a quitté notre chez nous. C'est une preuve de notre implication. Et les parents qui nous regardent de chez eux aussi, ou de chez elles, ont délaissé un petit peu leur responsabilité pour être connectés avec nous, pour suivre, n'est-ce pas, cette journée d'atelier, de discussion. C'est une autre preuve de notre implication. Mais on va voir qu'il y a d'autres possibilités d'implication que nous offre PPE et que nous offrent nos communautés à travers la province. Cinquième objectif de cet atelier, renforcer notre implication dans la communauté. Et finalement, sixième objectif, renforcer notre sentiment d'appartenance à la francophonie ontarienne. C'est si important, nous le savons, c'est simplement un rappel, pour la diversité de notre belle langue et pour la diversité de nos communautés à travers la province. Mon parcours d'immigrant en Ontario. Alors, évidemment, d'abord parent. C'est d'ailleurs grâce au fait que je sois devenu parent que j'ai découvert PPE. Lorsque ma première fille, j'ai 2 filles et le dernier, le petit garçon, première fille qui a 15 ans aujourd'hui, à qui je dis d'ailleurs merci puisque c'est elle qui a mis au point ce PowerPoint. C'est ma meilleure collaboratrice. Je rends souvent sa maman jalouse, mais c'est comme ça. Elle fait plein d'affaires pour moi, donc elle a travaillé sur ce PowerPoint, donc je lui dis merci. Alors, c'est grâce à ma fille, lorsqu'elle a commencé à maternelle jardin, là, que j'ai commencé à fréquenter. J'étais prof déjà, c'est vrai, mais j'ai fréquenté en tant que parent son école et j'ai découvert tout l'univers donc du rôle de parent et du rôle de PPE dans notre province. Donc, parent, j'ai 3 enfants, 15 ans, bientôt 12 ans et 7 ans, le petit garçon. Mon rôle comme enseignant dans une école de langue française de la province, les deux sont très, très, très liés. Parce que souvent, là, vous le savez, c'est un peu comme les deux côtés d'une pièce. On peut difficilement, je peux en tout cas difficilement dissocier mon rôle de parent et mon rôle d'enseignant. Oui, enseignant, parce que je dois enseigner, évidemment, je dois donner cours, on connaît tous le rôle d'enseignant, mais quand on a des jeunes devant soi, on ne peut s'empêcher de penser aux parents qu'on est. Je suis sûr que ça vous arrive aussi dans vos différents rôles, que vous soyez enseignant ou non, vous avez affaire à des jeunes, vous vous dites, OK, elle a tel défi, qu'est-ce que je fais? Pas seulement en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que parent. Je me mets à la place du parent, de ses parents. Qu'est-ce que j'aurais voulu que l'on fasse pour mes enfants? Okay. Parce que quelquefois, je vais le dire ici, mais sans trop insister,
il y a parfois cette ligne-là, il y a des directives, il y a ci, il y a ça, mais vous le savez dans vos rôles respectifs. Quelquefois, on peut se permettre, quand le contexte l'exige, de diverger un petit peu par rapport à la ligne droite. Et voilà pourquoi on parle souvent de jugement professionnel. Okay? Et ce jugement professionnel a fait souvent appel à d'autres dimensions de notre personne. Okay? Oui, le jeune ou la jeune n'a peut-être pas rempli toutes les attentes, n'a peut-être pas, pour parler comme beaucoup de parents, la note parfaite, mais OK, est-ce qu'elle a montré de l'engagement? Est-ce qu'elle a montré de l'assiduité? Est-ce qu'elle a fait des efforts à cheminer? Est-ce que je peux voir son cheminement durant le semestre ou durant l'année scolaire, etc., etc. Il y a toute cette dimension socio-affective qui entre en ligne de compte dans le jugement qu'un enseignant et que le parent que je suis peut poser sur un enfant. Belle photo que j'aime énormément. Un autre atelier. On parlait de coaching émotionnel tantôt. Je me suis reconnu parce que cet atelier portait justement sur l'intelligence émotionnelle appliquée au milieu de l'éducation. Et évidemment, PPE, une belle équipe. On reconnaît les visages, je ne vais pas nommer, vous connaissez tous. Ça, c'était l'année passée, n'est-ce pas, Nathalie? Voilà, durant l'été passé, durant la belle formation avec l'équipe de PPE. OK. Il y a le consultant. Et c'est mon rôle ce matin, un rôle de consultation que je fais avec PPE depuis plusieurs années maintenant. Et merci une fois de plus à Julie, à sa belle équipe. Le consultant travaille avec PPE, travaille avec d'autres organismes, travaille avec des écoles, pas seulement en Ontario, avec le Manitoba par exemple. Une fois de plus, merci à PPE, parce que c'est une référence de PPE. N'est-ce pas, le travail que je fais maintenant avec la Fédération des parents de la francophonie manitobaine, pour ne pas la citer, et avec d'autres structures. Alors, pour moi, ça ajoute une corde à mon arc. Ça me permet de m'impliquer davantage là, à l'échelle de la province. Et ça me permet de mieux comprendre les besoins des parents, de rencontrer les parents sous une autre facette, sous d'autres dimensions, et de leur apporter davantage de mon expertise et davantage de mon expérience. Et puis, il y a le bénévole. Ça fait 11 ans maintenant que j'ai découvert PPE, comme je vous disais, quand ma fille a commencé maternelle jardin. Évidemment, comme bénévole, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, et c'est la semaine de bénévolat, là, de l'action bénévole. Au début, c'était dans le conseil d'école de ma fille. Voilà, je me suis présenté aux élections sans trop être certain d'être élu, mais le but ici n'est pas la certitude. Le but, c'est la volonté de s'engager, la volonté de donner de son temps. Peu importe le résultat. Souvent, on dit, oh non, 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 je ne suis pas assez bon, je n'ai pas assez d'expérience, je viens d'arriver, je suis trop jeune, je suis trop vieux. Vous connaissez la maladie qu'on appelle l'excuse, là, qui n'a pas de fin. Bah, il faut juste laisser de côté nos excuses et faire le pas. Voilà. Et j'aime bien cette pensée de Karl Jasper, que je garde mes cours de philosophie au secondaire, qui disait philosopher, c'est comme voyager. Les questions sont plus importantes que les réponses. Alors, je vais partir de cette pensée pour venir à ce que je disais tantôt. S'engager, là, le résultat n'est pas important. La finalité, oui, on fait tout avec un but, ça c'est certain, mais la finalité viendra plus tard. Le plus important, c'est de se mettre en mouvement, de commencer le voyage et de garder la porte ouverte là, à l'inconnu. Et je peux vous dire qu'avec PPE, l'inconnu ne peut être qu'extraordinaire. Je suis certain que vous partagez le bien, vous partagez les émotions, tout l'enthousiasme là, qu'on a à participer, n'est-ce pas, aux activités de PPE. C'est si important, c'est si valorisant de donner de son temps, pas seulement pour ses propres enfants, mais pour les enfants de sa communauté, les enfants à travers la province. Oups. Voilà, là c'est une conférence dans un pays à l'étranger, donc il m'arrive parfois de me déplacer pour soutenir le monde de l'éducation dans d'autres pays.
OK. Là, vous me connaissez quasiment de A à Z, sinon même à Z'. J'ai hâte de faire un peu votre connaissance. C'est sûr qu'on a eu le temps de jaser déjà, mais je voudrais 2-3 personnes, je fais attention au temps, je n'ai qu'une heure, 2-3 personnes qui veulent partager un peu d'eux, un peu d'elles. Votre ville, votre province, votre pays d'origine, et puis ça fait combien de temps que vous êtes en Ontario? Moi, c'est depuis 2007. Voilà. Quand je suis arrivé au Canada, là, de la Suisse, je me suis installé à Québec. J'ai passé 2 belles années en passant. S'il y en a qui ont étudié à l'Université Laval, j'aime l'Université Laval à la folie. Comme j'aime l'Université d'Ottawa aussi, où j'ai fait ma formation de prof à la folie. Alors, juste pour vous dire, là. Alors, 2-3 personnes peut-être qui veulent partager leur cheminement. Ville, province, pays d'origine, nombre d'années en Ontario. Oui. Bonjour à tous, je suis Alice, je viens d'Ottawa, donc Ontario. Mon pays d'origine c'est la France. Je me suis installée en Ontario il y a presque 13 ans, en 2009. Et je me suis installée ici parce que j'ai rencontré une Canadienne. Merci beaucoup. Excellent. Un autre parent? Ah, oui, s'il te plaît. Bonjour, moi c'est Georges Bléou, je viens de la ville, c'est Sturgeon Falls, dans le nord-est de l'Ontario. Pays d'origine, la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Je suis arrivé ici, ça fait bientôt 3 ans en juillet. Et voilà, de la Côte d'Ivoire, je suis venu dans le nord de l'Ontario. Voilà. Merci, Georges. Oui, on me fait signe qu'on n'entend pas en virtuel, donc je vais résumer un peu ce que vous avez dit, Georges. Donc, Georges qui vient de la Côte d'Ivoire, ça fait 3 ans que tu es en Ontario et tu es installé dans... OK, super, dans le nord de la province. Alors, merci, Georges. Un dernier parent qui veut partager son cheminement? Monsieur Mario Pierre. Alors, j'habite ici à Toronto, à Scarborough. Je suis arrivé ici au Canada depuis en 2009. Et puis, depuis en 2010, 2011, je fais partie maintenant de la PPE. Et juste avant ça, je suis encore là, tantôt comme de parents, tantôt parfois comme animateur également. Donc, ça me fait plaisir d'assister avec M. Ndefo, qui était aussi mon profil. Il a plus de sujets, moi je fais du stage avec lui, il le connaît parfaitement bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mario. Merci. Donc, je résume pour les personnes en ligne. Donc, Mario, qui vit dans la région de Toronto, Scarborough, au Canada depuis 2009, voilà, engagé avec PPE depuis plusieurs années maintenant. Mario, que j'ai eu le bonheur d'accueillir dans ma salle de classe, voilà, il y a longtemps maintenant. Là. Un excellent prof, voilà, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, Mario. Alors, on va continuer. On peut voir la diversité, hein. On peut voir la Côte d'Ivoire, la France. Et Mario, je sais que tu es originaire de Haïti. Ça, je n'ai pas oublié. Voilà, on peut voir déjà un peu de notre diversité à PPE et dans la province. OK. Le système d'éducation ontarien, valeurs et philosophie. On peut voir ce beau triangle-là. J'aime tant expliquer. Je faisais d'ailleurs souvent un parallèle, parce que je suis à la base prof de littérature, mais aussi prof de communication. Voilà, ce que j'ai étudié à l'Université Laval. Mais pour voir l'école, la famille et la communauté. On parlait de différences culturelles durant le premier atelier. Je peux vous dire, venant du Cameroun, je suis né, j'ai grandi au Cameroun. Je suis passé par la Suisse aussi pendant 3 ans, avant d'arriver au Canada. Mais au Cameroun, ce triangle ne serait pas valable. Parce que dans le système camerounais n'est pas bâti, peut-être sur les papiers, mais dans la réalité n'est pas bâti comme ça. C'est l'école, le ministère, et puis voilà, d'autres organismes. Ce n'est pas l'école, la famille et la communauté. Je vais vous expliquer les différences. Parce que c'est important pour ce qu'on va voir par la suite. Hein. Quand les parents nous arrivent, là, d'ici et de là, il faudrait qu'on comprenne pourquoi certains parents ne s'engagent pas, pourquoi d'autres s'engagent, etc., etc. En Ontario, c'est ça. Donc, il y a l'école, mais l'école, en Ontario français, l'école est au cœur, nous savons, l'école est au cœur du système. Là. Et autour de l'école, il y a la famille, il y a la communauté. Tout se passe en communion, si vous me permettez la métaphore, là, ou en collaboration entre ces trois entités, ces 3 pôles. On n'imaginerait pas
en Ontario français, une école, bon, évidemment, sans famille, mais aussi une école sans communauté. Voilà pourquoi les écoles sont ouvertes aux communautés, voilà pourquoi les écoles sont ouvertes aux familles, voilà pourquoi on veut que les parents viennent, assistent, pas seulement aux soirées pour les bulletins ou pour le curriculum à la fin du mois de septembre, mais on veut que les parents viennent quasiment tout le temps, que les parents communiquent avec l'école de leurs enfants, que les parents. On invite d'ailleurs les parents en salle de classe à faire des présentations sur leur culture, etc., sur leur métier. Bon, nous le savons très bien. Mais dans un pays comme le Cameroun, par exemple, ou certains autres pays que je connais très bien, même s'il y a un conseil des parents, les parents ne sont pas associés, c'est-à-dire le conseil des parents fonctionne avec la direction de l'école. Et ces deux-là, je me rappelle quand j'étais au lycée, quand j'étais au secondaire, il n'y avait pas d'activité à l'école où les parents étaient invités. Et d'ailleurs, la seule fois où ma mère, qui est si engagée, je me rappelle, Nathalie, t'avoir parlé de ma maman durant l'entrevue, voilà. Et tu m'avais demandé, mais Bertrand, d'où te vient tant d'engagement? On te parle de toi partout, parents engagés, parents. Je t'avais dit, Nathalie, je tire ça de ma maman parce que elle a tout fait pour moi, mon papa évidemment, mais d'abord ma maman, très présente, qui m'accompagnait dans les bibliothèques, à tel point comme on me demandait, mais waouh, ta maman, elle te prend comme un petit garçon? Je dis non, elle ne me prend pas comme un petit garçon, elle s'implique. Elle allait avec moi dans les bibliothèques, elle ne me donnait pas juste de l'argent, elle m'accompagnait quand c'était la première fois. Là, je dis, ok, allons-y, je vais voir quel livre on offre là-bas, je vais voir. Okay, et puis elle paye, et puis ok, je te laisse, d'accord, bye bye, maintenant c'est correct. Okay? Elle était comme ça. Mais la seule fois où ma mère est venue à mon lycée, malgré tout son engagement, et on habitait à 5 minutes à pied du lycée, c'est parce qu'elle avait été convoquée par un de mes profs. Ouais. J'étais un très bon étudiant, un très bon élève, mais pas toujours parfait à 100%. Alors, une fois, elle était convoquée, on voulait lui parler, voilà, il y avait un petit quelque chose, et c'est la seule fois. Juste pour vous dire que, voilà, l'école et la famille, ça ne fonctionne pas main dans la main de manière aussi imbriquée qu'en Ontario. Il faut vraiment garder ça en tête, c'est très, très, très important. Comprendre la psychologie de certains parents qui nous viennent de l'extérieur du pays. Le système d'éducation ontarien, c'est aussi, n'est-ce pas, cette pensée que j'ai tirée du plan d'action ontarien pour l'équité en matière d'éducation, la page 21, qui nous dit qu'un système d'éducation équitable et inclusif est une condition essentielle, on va souligner le mot essentiel, le mot-clé, pour permettre à tous les élèves, très important, tous les élèves de l'Ontario de se sentir inclus, respectés et capables de réussir. Je vais répéter ces 3 mots. Inclus, respecté et capable de réussir. Ça veut dire que s'il manque une des 3 composantes, là, notre système, nous comme parents, nous comme faisant partie, n'est-ce pas, de la communauté, nous serons en train de manquer quelque part à notre mission, à nos responsabilités. Donc, tous les enfants, tous les élèves doivent se sentir inclus, respectés et être capables de réussir. Avec nos partenaires en éducation, nous sommes déterminés, c'est le ministère qui parle de l'éducation de l'Ontario, nous sommes déterminés à atteindre ce but dans un esprit et une culture de collaboration professionnelle. On a besoin de chacun d'entre nous. C'est très, très, très important. Mais est-ce que la réalité sur le terrain reflète cette vision du MEO, du ministère de l'Éducation de l'Ontario? Je peux dire oui et non. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui se fait dans les écoles, beaucoup, et dans nos communautés. Mais évidemment que le tableau n'est pas parfait, il y a encore des aspects à améliorer. C'est une copie à parfaire. Et j'en veux pour preuve ce sondage de PPE réalisé en mars 2021, et sondage auquel, étude, analyse auquel j'ai eu le privilège de participer. C'est pas sous la houlette de Balgissa de PPE. Donc, 257 parents ont participé à ce sondage en 2021. Et en voici quelques résultats. 56% des parents sont en accord pour dire ceci. Lors de l'inscription de mon enfant,
le personnel de l'établissement d'enseignement a pris le temps d'explorer avec moi les besoins spécifiques de mon enfant. Seulement 56%. C'est beaucoup, mais c'est quand même pas assez. C'est à peine la moitié, là. C'est pas suffisant. Les besoins spécifiques de mon enfant. Spécifiques de mon enfant. Okay? Seulement 56%. Deuxième donnée, 2 parents sur 3, 2 répondants sur 3 sont en accord pour dire ceci. Mes idées et mes recommandations sont prises en compte dans le milieu scolaire de mon enfant. Mes idées et mes recommandations sont prises en compte dans le milieu scolaire de mon enfant. 2 sur 3, OK, c'est pas mal, mais ça montre qu'il y a encore du chemin à parcourir. Comment voulons-nous atteindre l'inclusion si certains parents se sentent délaissés ou se sentent pas pris en compte, pas écoutés? Comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à leurs besoins et répondre aux besoins de leurs enfants? OK, ça ne bouge plus. Voilà. OK, une autre donnée encore. 65% des parents pensent que le milieu scolaire est en mesure de s'adapter ou d'adapter le curriculum pour répondre aux besoins spécifiques des élèves immigrantes. Seulement 65% des parents. C'est beaucoup, mais c'est encore peu. On pourrait aller vers les 90 et 95%, n'est-ce pas? Donc, il y a encore du travail à faire pour que nos écoles soient davantage inclusives et répondent mieux aux besoins, aux aspirations, aux attentes des parents issus de l'immigration. Et 75% des parents confirment ce qui suit. Les élèves sentent qu'ils sont respectés et considérés en raison du traitement rigoureux des incidents dénoncés, mettant en cause des propos injurieux ou des paroles ou commentaires à caractère raciste. 75%, c'est beaucoup, mais c'est encore peu. Donc, il y a encore du travail à faire dans nos écoles, dans nos communautés. Et c'est tous ensemble donc, que nous allons arriver à construire des écoles plus inclusives et plus respectueuses des différences. Alors, comment arriver à avoir des écoles plus inclusives? Tout part de l'écoute. Hein. Lorsqu'un parent s'inscrit là, vient inscrire son enfant, c'est important de prendre le temps au-delà des formalités administratives. C'est important de prendre le temps d'accueillir proprement le parent et de comprendre d'où vient le parent, de comprendre les besoins des parents, de comprendre les aspirations des parents, au-delà de ce qu'on peut connaître, de ce qu'on peut voir. Là. Souvent, on peut se sentir gêné, parce que souvent on me dit, ouais, Bertrand, c'est bien, mais on ne sait pas trop quelles questions poser, on a peur d'être maladroit. Ce n'est pas grave, c'est pas grave d'être maladroit. Si l'intention est bonne, là, on dit souvent que tout ce qui vient du cœur va au cœur. Hein. Quand l'intention est pure, quand l'intention est positive, il peut y avoir de la maladresse dans le questionnement, on ne va pas s'énerver. Permettez-moi de vous partager ceci. Je me rappelle là quand, je vous ai dit quand je suis arrivé au Canada, c'était au Québec. C'était à Québec d'ailleurs. J'ai passé de belles années comme j'ai déjà dit. Et on était dans une rencontre avec un certain organisme que je ne vais pas nommer. Et puis, on était entre adultes et je ne sais plus si c'était un monsieur ou une madame, mais ce n'est pas important ici. La personne qui me dit, Monsieur Bertrand, excusez-moi, est-ce que vous venez d'Afrique, n'est-ce pas? Oui, je viens d'Afrique. Et puis la personne me dit, vous savez, l'Afrique est un pays que j'aimerais visiter. Je dis, bon, ok. Je ne me fâche pas parce que je comprends que l'intention est positive, vous voyez. Et puis je dis poliment, je suis quelqu'un de très poli en général, je dis, bon, ben, ok, vous savez, là, l'Afrique, c'est 53, 54 pays indépendants, vous voulez commencer par visiter lequel? Ok. Si vous voulez commencer par le Cameroun ou le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, ok, voilà. Donc, vous voyez que cette personne avait une bonne intention. La question n'était pas blessante pour moi parce qu'il n'y avait rien de méchant dans la question.
Ça montrait simplement un peu d'ignorance d'un point de vue culturel, d'un point de vue géographique, voilà, mais rien de mal, tout simplement. Donc, n'ayons pas peur d'être maladroit, la personne va ressentir cette chaleur-là. Si vraiment il y a de la chaleur, ça va se ressentir. Alors, d'autres besoins des parents nouvellement arrivés. Il y a le logement, évidemment. Il y a la garderie, ça c'est certain. L'emploi, évidemment. On voit où se trouvent les emplois. Services de santé, on en parlait tout à l'heure avec le premier atelier. Services en français, hyper important, nous le savons. Et le réseau social. Alors, vous qui êtes des parents influents, des parents engagés dans vos communautés, je suis certain que vos téléphones souvent sonnent ou bien vous recevez des textos, parfois des personnes que vous ne connaissez pas. Quelquefois. Moi, ça m'arrive souvent parce qu'on a parlé de vous à d'autres personnes et puis on se dit, OK, lui, elle peut m'aider, on le voit ici, on le voit là, on sait que voilà, c'est un parent, c'est une personne engagée. Et ça, c'est positif. Même si ça peut demander de notre temps personnel, de notre temps familial, on n'a pas toujours du temps. Mais prenons un peu de temps pour aider généreusement ces personnes-là. Comme là, il y a quelques jours, il y a un jeune qui est arrivé d'un pays d'Afrique qui m'envoie un texto que je ne connais pas. Je dis, bon, OK. Je pose la question, mais c'est qui? Ah, mais c'est tel. Je dis, ah, OK, je connais tel. D'accord. OK, qu'est-ce que tu veux, jeune homme? Ah, c'est que grand frère, bon, vous savez, en Afrique même. Ça, c'est encore la culture, un grand frère, il n'est pas de ma famille, mais bon. Je suis son aîné, donc grand frère. Alors, ouais, grand frère, tu sais, c'est que je viens d'arriver, puis j'aimerais que tu me guides un peu ici à Toronto, etc., etc. Je dis, bon, OK, d'accord, petit frère, j'ai compris. Est-ce que tu peux me rappeler à tel moment? Et puis, il m'appelle, et puis, voilà, on jase, et puis, voilà. Puis, je lui donne deux adresses. OK, va là-bas, on m'a dit qu'il pourrait avoir du recrutement, etc., etc. Donc, voilà comment ça marche, et on est très, très heureux de le faire. Le réseau social, il y a beaucoup de solitude, hein, parce que quand on vient dans un nouvel environnement, qu'on quitte d'une province ou même à l'intérieur d'une même province, d'une autre ville, on peut se sentir seul, on le sait. La solitude, là, c'est la tueuse silencieuse, comme on l'appelle souvent. Donc, c'est hyper important d'être ouvert, d'aller vers les nouvelles personnes, les nouveaux parents, etc., pour connecter, pour apprendre à les connaître, pour même aider leurs enfants à se sentir bien. On a des enfants, on a une voisine, un voisin qui a des enfants aussi. OK, pourquoi ne pas les inviter chez nous, passer une heure de temps, passer un après-midi, et puis voilà, que les enfants jouent ensemble un petit peu ou aillent au parc quand il fera plus beau, etc., etc. Donc, le réseau social est très, très, très important. Les services en français, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, à la fin de cette présentation, il y a plusieurs liens qui vont vous être très utiles. Et je signale que sur le site de PPE, il y a une mine, c'est une mine d'or, là, Nathalie, bravo pour le travail, une mine d'or de ressources, de liens pour les parents dans différents contextes. Donc, je vous suggère très fortement, si ce n'est déjà fait, d'aller dans la section ressources là, de PPE. Il y a beaucoup de liens vers d'autres organismes. Quelles difficultés avez-vous rencontrées en Ontario à votre arrivée? Ici encore, on va prendre à peu près 3 par an. On fait attention au temps. Qui voudrait partager les difficultés rencontrées en Ontario? 2, 3 par an. D'aller au micro, s'il vous plaît. Oui, merci Nathalie. Oh, parfait. Alors, vous choisissez qui veut partager ces difficultés pendant 1 minute, pas très long. Quand vous êtes arrivé en Ontario, c'était quoi vos difficultés? Vous pouvez venir là ou aller de l'autre côté. Voilà, c'est magnifique. OK, c'est beau. Okay. Mais bonjour à tous, je m'appelle Ruben. Ça fait 1 an que je suis installé dans la province de l'Ontario. Les difficultés que j'ai rencontrées sont de plusieurs ordres lorsque je me suis installé. La première, c'était le logement, parce que je me suis installé dans le nord de l'Ontario pour raisons professionnelles. J'ai pu réaliser que ce n'est pas une problématique juste du nord de l'Ontario. Je crois que c'est une problématique dans tout le Canada en ce moment. La deuxième, c'était la problématique de trouver le système adéquat dans lequel inscrire mes enfants, parce que nous sommes originaires du Cameroun. Je te fais un clin d'œil, Bertrand.
ils venaient d'une école où ils étaient dans le système anglophone. Et donc, je me suis dit, est-ce que c'est la meilleure façon de les remettre dans le système francophone? Mais après avoir rencontré des enseignants, des personnes installées dans la communauté, et j'ai rencontré également Paul 1 mois après mon arrivée, qui a conforté l'idée que je m'étais faite de les mettre dans le système francophone. Donc voilà, finalement, c'est ce qui a été fait. Et la troisième difficulté, ce n'était pas vraiment une difficulté, mais j'en parle parce que c'est une expérience que j'aimerais encourager, c'est se bâtir effectivement un réseau social. Ce n'était pas une difficulté, mais c'est quelque chose qui m'a fortement aidé à m'intégrer. Donc, s'il faut résumer, 2 principales difficultés, c'était le logement et le système éducatif. Mais une troisième difficulté qui me vient en tête à l'instant, c'est de trouver les ressources nécessaires pour pouvoir faciliter mon installation. Ça, c'est quelque chose qui est pertinent parce que quand on arrive dans une communauté où on connaît personne, et c'était mon cas, ça peut être compliqué. Donc, voilà 3 difficultés que je peux Merci, partager. super. Merci beaucoup. Excellent. Excellent. Un autre parent qui veut partager ses difficultés? On ne va pas commencer à faire comme en salle de classe. Je peux vous pointer si vous voulez. Oui, Catherine. Oh, super. Merci, Catherine. Oh là là. Je me rappelle encore ton beau témoignage quand on était en équipe, là. Voilà. Je l'ai dans le front. Bon, mais c'est ça. Moi, c'est Catherine Dumouchel. Je viens du Québec. Ça fait 10 ans environ que je suis en Ontario. Donc, moi, quand je suis arrivée en Ontario, j'ai vécu certaines difficultés parce que je pensais que je parlais anglais. Jusqu'à temps que j'arrive dans un milieu anglophone, je me suis rendu compte que mon anglais était très... j'avais de la difficulté à m'intégrer à cause de la langue. Donc, ça a été pour moi un gros défi. Puis, je pensais que j'étais dans mon pays, donc c'était pratiquement pareil comme le Québec, mais je me suis rendu compte que le système était complètement différent. Donc, j'ai eu certaines difficultés à m'adapter justement au système d'éducation. Et c'est ça, pour moi, ça a été la langue, l'autre difficulté. Merci, Catherine, merci. Troisième et dernier parent, avant qu'on continue. Troisième et dernier parent. Non? Il manque des personnes courageuses dans la salle? Ah, voilà, oui, allez-y, s'il vous plaît. Oui, bonjour, moi c'est Cynthia. Donc, je viens aussi du Québec, qui est un pays en soi dans le sens comme de liberté. Donc, moi, quand j'ai arrivé en Ontario, je parlais pas bien anglais non plus, mais la grosse réalité, c'était que moi, j'étais un parent seul, et puis c'est à certains points un regard vu d'une façon vraiment négative. Donc, c'est parce que j'ai pas de mari pour subvenir à moi, là. C'est comme si j'étais un petit peu moins soit dans le système scolaire. Puis moi, j'ai jamais été mariée avec le père de mes enfants, puis dans le conseil catholique où il était au moment, c'était vraiment mal vu. Puis ça reflétait mauvaisement sur mes enfants, comme par exemple quand ils faisaient des activités vraiment à l'église, là, de ne pas avoir certains rôles, ouais, fait que c'est ça. Fait que d'avoir une liberté d'être moi-même a eu un impact négatif sur mes enfants. Beau témoignage. Merci beaucoup. Excellent, excellent. Bravo aux 3 parents. On peut voir là, toute la diversité. Hein. On peut voir là, tous les obstacles, différents types d'obstacles. Bon, pas tous les différents, mais différents types d'obstacles que des parents nouvellement arrivés peuvent rencontrer. Oui. Donc, parents monoparentales, personnes qui viennent d'une autre province, qui est en famille, mais qui rencontrent un autre type de difficulté. Et puis quelqu'un qui vient de l'extérieur du pays complètement, qui rencontrent d'autres types de difficultés aussi. Donc, soyons ouverts à tous les spectres, si vous voulez, de situations qu'on rencontre dans nos écoles, dans nos communautés. C'est très important. Donc, merci une fois de plus pour vos témoignages. Merci beaucoup. Donc, à l'école de votre enfant, dans la communauté, ça a été dit. OK. Là, on va avancer. C'est très important, cette partie-ci. Évidemment, tout ce que nous avons vu, là, mais ici, on arrive vraiment
au cœur, au jus, au tournant de ce que je veux partager avec vous ce matin. Les états d'esprit. Vous connaissez probablement la théorie du professeur Carol Dweck. Changer d'état d'esprit, c'est la traduction de son livre, Une nouvelle psychologie de la réussite. Alors, Carol Dweck a fait des recherches pendant une vingtaine d'années et elle est arrivée à la conclusion qu'il n'y a que 2 états d'esprit. Peu importe les êtres humains sur cette planète, il n'y a que 2 états d'esprit. Un état d'esprit fixe ou un état d'esprit de croissance ou de développement, comme on veut. Alors, je vais vous lire 2 citations, 2 pensées tirées de son livre qui expriment, qui montrent les caractéristiques de chacun des 2 états d'esprit. Première citation. Quand vous adoptez un état d'esprit, vous entrez dans un nouveau monde. C'est comme un nouveau monde. On pourrait comparer les états d'esprit, ce qu'on appelle souvent en philosophie les paradigmes. On dit que si tu changes de paradigme ou tu changes de perception, tu changes ta réalité. C'est ça les états d'esprit. Dans un monde, celui des traits fixes, la réussite consiste à prouver que vous êtes intelligent, intelligente ou doué, à valider ce que vous êtes. Dans l'autre, le monde est des qualités changeantes. Il est question de se développer pour apprendre quelque chose de nouveau. De se développer, de se déployer pour apprendre quelque chose de nouveau, de se déployer. Je vais expliquer rapidement ce que Carol Dweck nous dit ici. Elle dit qu'il y a des personnes pour qui soit on est bon, soit on ne l'est pas. Soit on est intelligent, soit on est bête, si vous voulez. Soit on est doué, soit... Bon, etc. Par contre, il y a des personnes qui pensent que non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas noir ou blanc. On est tous intelligents, on a tous du bon en nous, mais cette intelligence-là, cette bonté-là, ces aptitudes-là, ces qualités-là nécessitent un développement. On doit travailler sur nous. Nous sommes des produits infinis, nous tendons vers la finition, vers la perfection. Donc on doit garder ça à l'esprit, et lorsqu'on garde cela à l'esprit, on va voir ce qui se passe par la suite. Regardons la citation suivante, la pensée suivante de Carol Dweck. Dans un monde, l'échec consiste à essuyer un revers, à obtenir une mauvaise note. On connaît tous des jeunes pour qui, lorsque on a une note qu'on n'attendait pas, inattendue, là, qui n'est peut-être pas une mauvaise note en soi, quoique la définition, les critères pour une mauvaise note d'une note varient d'un étudiant à l'autre, on le sait bien. Mais supposons qu'on s'attendait à un 90 et puis on a un 80. OK? Pour certains jeunes, ça va être la catastrophe, c'est l'échec, je suis nul, machin, on crie, voilà. Regardez la suite. Ou à se faire virer, à être rejeté. Il signifie que vous n'êtes pas intelligent ou pas doué. Dans l'autre monde, une autre façon de penser, état d'esprit de développement. Dans l'autre monde, l'échec consiste à ne pas se développer. Vous voyez la différence? À ne pas se développer. Ça veut dire qu'on peut commencer avec pour reprendre la métaphore du bulletin scolaire, on peut commencer avec un 40%. On s'est dit, OK, on n'est pas bon là. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, on n'a pas compris le concept, la matière, on a des difficultés. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher de l'aide, on va aller voir le prof, etc., les parents, peut-être un prof particulier, un répétiteur, etc., etc., travailler plus fort, écouter davantage, dormir un peu moins, 1 heure de moins pour réviser davantage. Et à ne pas atteindre les choses qui comptent pour vous. Il signifie que vous n'accomplissez pas votre potentiel. On peut avoir un 90%, on peut avoir même un 99%, et se dire, OK, c'est bon, mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Et moi, j'ai eu des étudiants comme ça, que ce soit au secondaire ou au post-secondaire. J'ai enseigné dans un collège communautaire, comme je vous ai dit, les relations publiques, c'est une de mes formations. Et j'ai toujours été émerveillé par des étudiants et étudiantes qui, malgré la bonne note, qu'on peut considérer comme une bonne note, allaient voir le prof, venaient me rencontrer pour me demander, OK, monsieur, comment je peux améliorer ça? Qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin? Et puis, 2 fois, je regardais, je disais, mais tu as 95%. Oui, mais monsieur, vous savez, oui, c'est que, vraiment, moi, j'aime toujours m'améliorer. Quel livre je peux lire? Je dis, waouh, OK. Puisque tu aimes lire, je vais t'en donner, là, OK? Et puis, souvent, avec certains de ces jeunes, même du secondaire, vous n'allez
peut-être pas me croire là, mais j'ai des jeunes qui sont adultes aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une dans la salle, Mirfat pour ne pas la nommer. Des jeunes avec qui je partageais des livres de développement personnel, des livres, etc., etc. Les Carol Dweck et autres, Daniel Goleman, et puis etc., bon, et d'autres auteurs. On se partageait des bouquins comme des adultes. C'était juste incroyable. Et ces jeunes-là sont waouh. Et vous vous dites, oh là 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 là. Quels parents là. On voit à travers les jeunes, on peut voir tout le travail que les parents font à la maison. Parce que ça, c'est magnifique là. On peut voir que les jeunes veulent s'améliorer, mais c'est parce que les parents ont fait le travail déjà à la maison, là, puisque nous sommes les premiers éducateurs et éducatrices de nos enfants. On fait le travail de dire à leurs jeunes, OK, c'est pas une affaire de notes, c'est un processus. Jusqu'où tu peux te rendre dans ton potentiel, dans la réalisation de soi. Là. C'est ça qui est le plus important. Et c'est ça que Carol Dweck pointe ici, l'état d'esprit de développement. On parle beaucoup des parents engagés, mais nous savons qu'il y a aussi beaucoup de parents désengagés ou peut-être même qui n'ont, je ne sais pas si je dois le dire, pas très engagés en tout cas. Engagés à la maison, mais pas engagés à l'école. Disons ça comme ça. Mais on a vu déjà plus tôt une première explication de cette inactivité-là dans la communauté. C'est que pour certains parents venant de certains milieux, l'école, c'est l'école et puis la maison, c'est la maison. Il n'y a pas, c'est comme deux mondes qui communiquent seulement à travers le bulletin de notes de leurs enfants. Et non pas deux vases communicants là, qui doivent communiquer en permanence. Alors, on doit se poser la question, est-ce qu'on fait notre part? La réponse ici, c'est oui. La réponse à la maison, les personnes qui nous écoutent, c'est très probablement oui. Mais est-ce qu'on peut amener plus de parents à faire davantage pour leurs enfants? Et ma réponse à moi en tout cas, c'est oui. Et je pense que la vôtre, c'est aussi oui. Okay. Est-ce que nous répondons présents aux invitations de l'école, soirée curriculum, soirée parents, enseignants, enseignantes, pour le bulletin? Je sais que quelquefois, il peut y avoir des conflits parce qu'on peut avoir des horaires, les horaires de travail qui ne sont pas toujours du 9 à 5, là, on s'entend. Parfois, on travaille en soirée, parfois, on a travaillé même de nuit et puis voilà, on se repose. On a une seule journée de repos dans la semaine ou dans le mois, etc. Donc, ça peut être compliqué. Mais quand même, continuons à nous poser les bonnes questions. Est-ce qu'on communique suffisamment avec l'école de nos enfants? Pas seulement quand il y a un problème, même quand apparemment tout va bien, juste pour s'enquérir de la situation. Comment mon enfant fait en classe là? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il peut faire mieux? Comment ça va avec les camarades? Tout le côté social. Et à l'école, il n'y a pas que les profs, il y a les travailleurs sociaux, les travailleuses sociales, il y a la direction adjointe. Il y a les travailleurs, travailleuses d'établissement, etc., etc. Donc, tout ce personnel-là est là pour nous. Autant de personnes, autant de services pour nous aider, pour aider nos enfants, pas seulement à apprendre, mais aussi à bien se sentir, tout le côté socio-affectif, toute la problématique du mieux-être, du bien-être et de la santé mentale qui est si importante aujourd'hui, plus qu'hier. On peut aussi communiquer avec l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Si vous avez des plaintes qui n'ont peut-être pas été résolues au niveau de l'école, il faut toujours commencer par l'école. Toujours commencer par le prof ou par la direction de l'école. C'est très important. Mais il se peut que certaines problématiques, sait-on jamais, certaines situations n'aient pas trouvé de réponse au niveau de l'école. Et c'est une situation vraiment, vraiment grave. Là. Je crois qu'on comprend de quoi je veux parler ici en tant que parent. Là. On peut aller sur le site de l'Ordre, il y a des ressources, le lien est là, il y a une section pour les parents. Vous lisez, il y a des ressources et vous voyez, OK, est-ce que les ressources me suffisent ou bien est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin avec l'Ordre des enseignantes et des enseignants? Il y a aussi ce qu'on appelle le tableau public. Je le dis souvent aux parents. Si vous allez dans le site de l'Ordre des enseignants et des enseignants, trouvez un membre. Il y a une petite fenêtre à droite, trouvez un membre. Vous entrez le nom et le prénom des profs de vos enfants. Vous verrez le tableau public. Ça vous donne un bon résumé là, du cheminement en Ontario de ce prof. Quand est-ce que la prof est devenue membre de l'Ordre, ou est-ce qu'elle a fait sa formation, les qualifications additionnelles, etc., etc. Moi, j'aime bien faire ça pour
pour mieux connaître les profs de mes enfants. Ok. Ça ne bouge plus? Non. Ah, voilà. Alors, le pouvoir de l'engagement. On sait tous que c'est en s'engageant qu'on peut changer notre école, changer notre communauté, pourquoi pas changer le monde, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'engager? Eh bien, on peut partager des aspects de notre culture avec la classe de notre enfant. C'est si important, n'est-ce pas, de le faire. Et les profs sont très, très ouverts à cela. S'ils ne vous le proposent pas, faites-leur la proposition. On peut servir de bénévole lors des soirées scolaires, les soirées cinéma, etc., les fêtes foraines. Je sais que beaucoup d'entre nous, nous le faisons déjà. On peut devenir membre du conseil d'école de nos enfants. Ça, nous le savons, plusieurs le font d'ailleurs déjà ici. Okay. Non. On dirait que ça demande une pause, hein? OK. Non. Ah, OK. Voilà. Excellent. Alors, dans la communauté, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'engager? On peut soutenir l'action de nombreux organismes PPE, et il y en a d'autres, évidemment, dans notre région ou à l'échelle de la province, offrir de son temps, partager nos ressources. OK. Bien. Là, on va entrer dans certains concepts que j'aime beaucoup. On va commencer par cette citation de Bob Proctor qui nous a quittés il y a quelques mois, malheureusement, dans le célèbre auteur canadien. Vous ne pouvez pas avancer tant que votre esprit voyage dans la direction opposée. Alors, ça, c'est le piège du rétroviseur, ce qu'on appelle le piège du rétroviseur. Vous ne pouvez pas avancer tant que votre esprit voyage dans la direction opposée. On est au volant de notre auto, on a le rétroviseur. C'est sûr qu'on nous a dit, quand on prenait les cours de conduite, qu'il faut de temps en temps regarder dans son rétroviseur. Nous le savons bien. Mais il ne faut pas garder les yeux en permanence sur son rétroviseur ou sur ses rétroviseurs. Sinon, on va manquer l'objectif devant nous. On va entrer droit là dans une auto ou dans un mur ou se retrouver dans une falaise, n'est-ce pas? Alors, on jette des coups d'œil, mais on regarde devant nous plutôt que d'avoir les yeux en permanence fixés derrière nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on arrive dans une nouvelle province, dans un nouveau milieu de vie, là, il faut faire l'effort de comprendre le milieu dans lequel on arrive. C'est très, très, très important. Parce que je rencontre souvent de nouvelles personnes qui portent trop de jugement. Je sais que juger, c'est peut-être naturel en nous, en chaque être humain, mais quand il y en a trop, là, trop, c'est pas bon. Trop de jugement, trop de critiques, et puis je croyais que c'était comme ça, et puis on fait ça, et puis on a dit ci, et puis, ça ne sert à rien. Il faut observer, il faut se poser des questions, mais il faut faire l'effort de se mettre à la place des autres, à la place des personnes qu'on trouve, pour comprendre pourquoi on fait ci comme ça. Au besoin de poser des questions. Elles peuvent être peut-être maladroites, mais elles vont être très, 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 très utiles plus tard parce qu'on aura des informations comme cela. Okay? Et on parlait de développer un état d'esprit de croissance ici avec Carol Dweck. Au lieu de se demander pourquoi nous ne pouvons pas, demandons-nous comment nous pouvons. Okay? Ça, c'est un exercice que je fais faire souvent dans mes ateliers. OK, il y a un problème, d'accord, c'est ça l'obstacle. Il y a un mur, mais d'accord. Au lieu de s'arrêter, de se plaindre, de se dire, oh, il y a un mur, on ne peut pas continuer. Comment on peut surmonter ce mur? Comment on peut contourner ce mur? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au-delà de ce mur? Ça oblige notre cerveau, notre pensée à focaliser non pas sur le problème, mais sur la recherche de solutions. Ça, c'est très important. Comment pouvons-nous? Okay? C'est une phrase qui débloque la réflexion, qui débloque la recherche de solutions. La loi du vide de la prospérité. Pour obtenir plus, il faut enlever. Okay.
on dit que la nature a horreur du vide. Mais quelquefois, là, pour se remplir le cerveau, il faut vider une partie de son cerveau. Okay. Ça, c'est très, 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 très important. On parle souvent de déconstruire pour reconstruire. Quand vous êtes nouveau quelque part, vous devez déconstruire certaines choses. Je vous ai parlé du Cameroun, là, où j'ai fait mon lycée, même une bonne partie de mon université. Mais une fois que j'arrive en Suisse, je déconstruis certaines choses. Quand j'arrive au Canada, je déconstruis pour reconstruire. Parce que si vous ne déconstruisez pas d'abord, vous ne pouvez pas reconstruire. Il n'y aura pas de la place pour du nouveau. C'est ce qu'on appelle la loi du vide de la prospérité. Vous devez enlever certains éléments pour être capable de les remplacer par autre chose et de construire un nouveau système afin d'avancer. C'est très important. Partageons nos réussites en matière d'accueil et d'inclusion. Il nous reste 3 minutes, on va terminer par là. 2 parents en 3 minutes, je crois qu'on peut relever ce défi. On a parlé des difficultés, parlons de ce qu'on a vécu de positif, et il y a beaucoup de positifs dans nos écoles, énormément, énormément. Est-ce qu'il y a 2 parents assez courageux, courageuses, pour venir en avant, prendre le risque? On a parlé de risque avec Carole Douaigle. Oui, s'il vous plaît, venez. C'est pas grave si on n'applaudit pas à la fin. Bonjour, je m'appelle Ida Calice. Une des choses que j'ai appréciées quand je suis arrivée, c'était la chaleur de la communauté. Je marchais en route avec les enfants pendant qu'on faisait le tour du propriétaire et des personnes s'arrêtaient et nous demandaient et nous saluaient. Elles étaient très accueillantes. Bonjour, comment vous allez? Vous êtes nouveau? Vous posez des questions qui, pour ma part, parfois étaient trop personnelles parce que je n'étais pas habituée à ça. Mais parce que la personne s'ouvrait, elle me disait, oui, moi j'habite à tel endroit, j'ai 5 enfants, voici mon chien, j'en ai 2 à la maison. Bref, elle me racontait sa vie. Au départ, pour moi, c'était tellement étrange. Mais, et chaque fois à la fin, la personne se proposait de nous aider. Et ce n'était pas juste une façon de parler, c'était vraiment de vous aider. Moi, j'habite ici, si tu as besoin de quelque chose, voici mon numéro de téléphone, voici ma maison où j'habite. Honnêtement, je trouvais ça très bizarre. Elle n'a pas peur qu'on vienne rentrer chez elle, elle me donne son numéro comme ça, elle me donne sa maison comme ça. Pour moi, c'était vraiment... Mais c'est la chose que j'ai le plus appréciée, parce que chaque fois que tu allais vers cette personne qui s'est présentée et que tu demandais de l'aide, elle te venait vraiment en aide. Et c'était dans tous les domaines, vraiment, c'était ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le fait que je me sois impliquée dans le bénévolat. Le premier bénévolat dans lequel je me suis impliquée, c'était de la communauté, même pas encore à l'école. J'ai appris qu'il y avait du bénévolat, j'avais du temps, je suis allée m'inscrire, c'était dans le centre de santé communautaire. Et à partir de là, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui ont partagé leur expérience. Et ce n'étaient pas des personnes qui venaient de mon milieu, c'était des Canadiens propres, des Ontariens, certains qui vivaient là depuis 50 ans, 60 ans. Et chacun me proposait son aide, chacun me donnait leur façon de voir les choses, me disait « Oh, si tu as besoin de plus de bénévolat, il y a telle personne que tu peux voir. » Et ça m'a facilité le réseautage. Donc vraiment, j'ai appris à mon ami qui est mon ami aujourd'hui, Samantha Lozier, c'est au travers d'une, je vais dire ça comment, on a participé à quelque chose, d'un événement, elle s'est rapprochée de moi, on s'est rapprochés et aujourd'hui on est les meilleurs amis entre guillemets du monde alors que je n'avais pas d'amis canadien et elle m'a guidée dans la société. Elle m'a enseigné des choses dans le système. Bon, je suis vraiment quelqu'un de très curieux aussi, il faut le dire. Je pose beaucoup de questions et parfois qui dérangent, mais ça ne les dérangeait pas au fond parce que c'est ce qu'ils voulaient. Ils aiment quand on s'ouvre à eux, ils aimaient quand on s'ouvre pour pouvoir nous aider, pour pouvoir nous comprendre. Donc, moi, voilà les 2 choses principales. Et la troisième chose, c'est quand j'ai décidé aussi de faire partie du conseil scolaire de l'école de l'enfant. Je posais tellement de questions à la directrice. Déjà, le premier jour où on a visité l'école, on avait demandé de visiter l'école avant la rentrée, savoir quelles sont les classes qui sont offertes. C'est dans un conseil catholique.
je ne suis pas catholique de naissance, mais parce que je crois en Dieu, je voulais donner une certaine direction à mes enfants. Donc, on a posé des questions sur les programmes de l'école, on a posé, et mes enfants, quand ils arrivaient, ils étaient les seuls enfants de couleur. Donc, je suis allée jusqu'à demander, est-ce qu'ils ne vont pas être victimes de racisme? Est-ce que ça ne va pas faire de différence avec leur couleur de peau? Parce que je sais, on a vécu ça quand on venait avec un monsieur qui s'est fâché parce que mon petit garçon l'a juste touché. De toute façon, il a réagi. Il ne s'est pas plaint chez moi, mais il s'est plaint chez... c'était dans l'avion, c'était chez le steward. Ça m'a tellement dérangé, mais je n'ai rien dit. J'ai juste reprimandé mon fils. Je dis, OK, calme-toi, le monsieur n'aime pas ceci, donc fais attention. Mais c'est le steward qui est venu me dire, non, le monsieur... Et moi, j'ai vu sa façon de réagir. Donc, avec ce que je vivais, ce que j'avais vécu dans l'avion, je me suis dit, est-ce que mes enfants, quand on sera sur place, ne vont pas vivre ce genre de choses? Donc, j'ai posé tellement de questions à la directrice, et elle nous a quand même rassurés. Et voilà les choses qui, moi, jusqu'aujourd'hui, m'ont encouragée à faire partie de l'école. Ça fait qu'on fait partie du conseil scolaire, on fait partie de toutes les activités chaque fois qu'ils sont là. Madame Ida, vous êtes libre aujourd'hui, donc du coup, on m'appelle pour... donc voilà, désolée. Merci beaucoup, Ida. Alors, ça conclut notre atelier. Si vous voulez continuer, poursuivre la communication avec moi, je suis sur LinkedIn, Facebook, vous avez mon nom, Bertrand Defo. Envoyez-moi des demandes de connexion, j'aime ça, et puis voilà. Merci beaucoup. Merci, Bertrand. Alors, on va passer à la période de questions. Alors, Bertrand, reste avec nous pour les questions. Si vous avez des questions, encore une fois, on les fait à travers le clavardoir. Mirfat va nous les transmettre. Je ne sais pas s'il y a déjà une question dans le clavardoir, ou j'invite les parents à venir ici en avant ou au micro à l'arrière pour les personnes dans la salle. Alors, pour commencer, j'ai juste une question dans le clavardoir et Patricia mentionne s'il est possible de reciter le nom du livre dont Bertrand parlait. Merci. Oui, en ligne, je crois. Peux-tu venir le répéter? Ah, ici? OK. Ah, OK, ils ont allumé ton micro. C'est bon? Oui. Super. Donc, le livre, c'est... Bon, l'auteur, c'est Carol Dweck. Changer d'état d'esprit, nouvelle psychologie de la réussite. Changer d'état d'esprit, nouvelle psychologie de la réussite. Carol Dweck. Okay. C'est un excellent livre. On a une question ici dans la salle maintenant. Oui, Salimatou? Parfait, merci beaucoup. Moi, je voudrais d'abord de l'aide à mon niveau et puis, partant de là, je pense que je pourrais trouver la solution. Et je voudrais savoir comment aider les parents qui se posent la question. Je m'explique. Au début, je pensais que c'était par peur ou par complexe, mais je me rends compte que je ne parviens pas à situer le problème. Il y a des parents nouvellement arrivés qui se disent, parmi eux, il y a même des intellectuels qui se disent, bon, j'ai de la difficulté et je ne sais pas comment faire, comment trouver des activités pour mes enfants. Et je me suis toujours posé la question, je dis, mais attends, ils viennent, ils savent que l'école a une direction. Pourquoi ils ne vont pas demander de l'assistance à ce niveau? Selon vous, Monsieur Bertrand, comment on peut aider un parent comme ça? C'est une excellente question. Je donnais une formation il n'y a pas très longtemps, Salimatou, et puis j'ai posé la question suivante. Avez-vous déjà essayé de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir? Je vais reprendre la question. Avez-vous déjà essayé de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir? Tu vois ce que je veux dire? Ok, je te tutoie parce que ça fait des années qu'on se connaît à PPE. Alors, ce que je veux dire, Salimatou, c'est que il y a malheureusement des parents qui ont beaucoup d'excuses, parfois toutes sortes d'excuses. Ça, c'est une catégorie de parents. Maintenant, il y a des parents pour qui c'est difficile d'aller vers l'autorité. Et on parlait là, quand j'ai présenté le triangle, hein, la philosophie de l'éducation en Ontario, le fameux triangle, bon, je ne veux pas dire malheureusement, certains parents ont grandi dans un milieu où les parents, où l'école n'est pas ouverte à la communauté, où l'école n'est pas ouverte aux parents, où les parents vont à l'école
parce qu'il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes avec leurs enfants. Ça, c'est un premier point. L'autre point aussi, c'est que dans certaines communautés, au lieu d'aller voir la personne d'autorité ou le service, la personne ressource, la personne qui détient l'information, la source de l'information, on préfère en parler aux membres de sa communauté. Ça, c'est très culturel. Hein. Je rencontre ça très, très, très souvent. Je me promène un peu partout en Ontario et même ailleurs, n'est-ce pas? On sait d'où vient l'information, ou bien où on peut trouver l'information officielle, la source de l'information. On n'y va pas. On va demander à l'ami, parce que l'ami est du même pays que nous, on va demander au cousin, téléphoner à la cousine, voilà, etc., etc. Au lieu d'aller où se trouve l'information. Pourquoi? Parce que dans certains pays, l'information, ça ne circule pas, ça ne fonctionne pas comme en Ontario. Dans certains pays, l'information est tellement cachée, même une information qui n'est pas politique, même une information qui n'est pas... Mais c'est considéré comme... C'est caché, c'est sacré. On ne partage pas l'information. Il faut passer par quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui finalement connaît la source. Il y a ce problème-là aussi, dans certaines communautés. Alors, voilà pourquoi, Julie et l'équipe de PPE, vous accomplissez énormément. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire encore envers les communautés, ce qu'on appelle souvent communautés culturelles, là, communautés immigrantes. Beaucoup de travail. Et je serais heureux d'y contribuer si PPE pense que je peux être utile à ça. Il y a beaucoup de travail à faire dans certaines communautés. J'espère que j'ai répondu à ta question, Selmatou. Ça éclaircit un peu, merci. Oui. Je pense que c'est difficile de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Alors, y a-t-il une autre question? Mirfat, y a-t-il une question dans le clavardoir pour nous? Non, tout va bien. OK. Bien, on a encore un petit 2 minutes. Je ne sais pas s'il n'y a pas de questions. Peut-être qu'il y a quelqu'un... Je sais que Bertrand avait demandé à 2 personnes de partager leur réussite en matière de diversité et d'inclusion. Ça peut susciter une réflexion chez nous tous, à prendre part à l'action. Hein? Alors, s'il y a ça aussi, nous vous invitons à le faire. Oui, bien sûr. Encore moi. Encore bonjour. Je pense que pour une famille comme la nôtre, avec 2 mamans, avec des enfants avec des besoins spéciaux, des neurodivergences, l'inclusion est très, très difficile. Et on vit beaucoup de défis. Mais là où on a réussi à trouver du soutien et de l'aide, et c'est pour ça que je prends le temps pour en parler, c'est le consortium Centre Jules Léger, qui offre des services incroyables, qui est un centre incroyable et on est chanceux de l'avoir, mais peu de gens le connaissent. Dans notre cas, c'est notre fille, après un traitement de chimiothérapie, qui a perdu son audition et qui donc s'est trouvée sourde et difficilement intégrable dans le milieu scolaire. Le Centre Jules Léger est venu apprendre aux camarades à comment interagir, comment organiser la classe, quel genre d'équipement est nécessaire, qu'est-ce qu'on fait pour mieux l'intégrer. Et quelqu'un du centre est venu offrir ce soutien. Et je sais que vous avez beaucoup d'autres... il y a beaucoup d'autres services qui viennent du Centre Jules Léger. Alors, je prends le temps de dire, nous avons ce centre, allez le voir, voyez les ressources, voyez comment il peut vous aider. Et surtout, apprenez comment vos enfants peuvent bénéficier, même s'ils ne bénéficient pas des services, comment ils peuvent devenir des alliés de l'intégration pour que tous les enfants puissent participer. Quelle belle façon de terminer cet atelier. Merci à Bertrand. Merci Nathalie, pour merci cette belle Julie. réflexion. Alice, tu ne pouvais pas tomber mieux, puisque, oui, merci encore Bertrand.